Mais comme je suis indécis, en réalité, j'ai failli vous parler de chiens renifleurs. Alors pourquoi? Parce que je suis tombé dans le New York Times sur un article qui était très mignon et qui comprenait aussi quelques faits intéressants sur l'usage de chiens renifleurs en Thaïlande. La Thaïlande qui subit une deuxième vague de Covid apparemment assez redoutable. Alors ces chiens s'appellent Bobby, Bravo et Angel, et il y en a d'autres encore, mais voilà. Et ce sont tous des labradors. Ces labradors sont d'excellents chiens renifleurs qui ont déjà, prouvé leurs, compétences reniflantes, dans la détection de drogue et cetera. Et on s'est aperçu en fait que ces chiens renifleurs avaient une capacité de détection des, molécules, que sécrète quelqu'un, une personne positive au Covid, supérieure à 90, ce qui est quand même absolument remarquable. Et en fait, un labrador bien entraîné, ça coûte moins cher et c'est très efficace, ça coûte nettement moins cher qu'un test PCR. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'un labrador est tellement efficace dans la détection des odeurs, liées à, une infection de Covid? Eh bien parce que ces petites bêtes sont quand même, équipées de 300 millions de récepteurs olfactifs. 300 millions, oui, vous avez bien entendu, ce sont littéralement des machines reniflantes. Enfin, si vous avez des chiens, vous vous souviendrez sans doute, de cette, activité, ces frissons qui parcourent une truffe en train de déceler une odeur. Et on peut comparer ces 300 millions de récepteurs olfactifs à nos pauvres 6 millions chez l'être humain. Donc en ce sens, nous sommes vraiment, un peu sous-doués pour ce qui est de notre odorat. Et autre fait qui m'a, beaucoup amusé, c'est que en fait, un chien est capable de renifler, à peu près 10 fois par seconde, alors que l'être humain, lui, ne peut inspirer, donc identifier une odeur qu'1 fois par seconde. En d'autres termes, un chien a 10 fois plus de données, puisqu'il renifle 10 fois plus vite. J'ai essayé, pour voir, j'ai essayé de renifler moi-même et croyez-moi, je n'arrive pas à atteindre les 10 reniflements secondes, c'est totalement impossible. Bon voilà, ça c'était pour la partie indécision et la partie surprise pour tester votre adaptabilité en tant qu'interprète tout terrain. Alors, la commission Juncker, eh bien, pourquoi? Parce que, pour diverses raisons. Parce que j'ai besoin de ces renseignements à titre professionnel et puis aussi parce que quand, dans le cadre, d'une visite en tant qu'étudiant à la Commission européenne, eh bien, j'avais reçu une belle affichette, consacrée à la Team Juncker. C'était, je sais plus, en 2016 ou par là. Et j'ai affiché cette team Juncker chez moi et je n'ai jamais retrouvé de document, aussi, au graphisme aussi, attirant après. Et donc évidemment tout cela a changé puisque vous savez que la commission le collège des commissaires, présidé par Jean-Claude Juncker, a exercé de 2014 à 2019. Et donc en 2019, entrait en scène d'une nouvelle commission sous la présidence d'Ursula von der Leyen. Heu, Vous le savez certainement, mais Jean-Claude Juncker était donc, luxembourgeois et Ursula von der Leyen est allemande, mais je ne vous apprends rien. Alors la composition de la commission est un savant dosage d'appartenance politique, de parité homme-femme, de compétences, de sensibilité, d'audition devant le parlement qui approuve la nomination d'un ou d'une commissaire. Voilà. Et ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est de regarder qui sont les commissaires encore en fonction. Et certains ont une longévité quand même assez remarquable. Alors pas forcément avec les mêmes responsabilités ou le même portefeuille, mais il y en a qui sont, certainement très bons et qui ont également le bon réseau, les bons contacts politiques pour rester en fonction. Et puis il y a le cas particulier de la Grande-Bretagne, mais le Royaume-Uni nous ayant hélas quittés, je n'en parlerai pas. Ça, voilà. Donc, comme vous le savez sans doute aussi, dans le collège des commissaires, il y a un président ou une présidente et puis il y a des vice-présidents. Et
bon, il y aurait eu différentes manières d'aborder ce sujet. Par exemple, j'aurais pu vous parler de toutes les femmes ou de tous les hommes. J'aurais pu vous parler de ceux qui sont restés uniquement, ou j'aurais pu vous parler des nouvelles commissaires qui, sont arrivées sous von der Leyen. Voilà, j'aurais pu partir de l'affiliation politique. Bref, il y avait 1000 manières d'aborder le sujet. Ce que j'ai constaté en tous les cas, c'est que les va-et-vient entre Commission et Parlement européen sont fréquents et qu'il y a une certaine fluidité. On a ainsi, un ancien vice-président de la, commission Juncker qui est, maintenant, député européen. J'y reviendrai. Et on constate que, parmi les commissaires, ils sont, très nombreux à avoir été élus, comme eurodéputés avant d'être commissaire, d'être nommé commissaire. Alors, allons-y. Maintenant, ça va évidemment être un peu une liste de noms. Je me suis aperçu et c'est assez amusant en fait que, je ne connaissais pas la prononciation exacte de certains de ces noms. Si, vous travaillez pour les institutions, vous verrez que, eh bien, c'est bien de penser à anticiper cette difficulté parce qu'on ne sait pas toujours comment se prononce un nom propre et écorcher un nom de commissaire ou se tromper de genre, c'est évidemment un peu fâcheux. Donc, voilà, même cela, c'est un aspect, intéressant. La simple prononciation de noms et évidemment, il n'y a rien d'étonnant puisque, ils sont 27, un par pays et aucun d'entre nous n'a, 24 langues donc, forcément, il y a des difficultés de prononciation. Alors donc dans, la Jean-Claude Juncker, je ne vous en parlerai pas beaucoup, mais donc il était, président, de la commission. Il avait comme premier vice-président Frans Timmermans des Pays-Bas, de sensibilité socialiste, qui était son premier vice-président. Et puis par ailleurs, il y avait Federica Mogherini, italienne, qui était haute représentante de l'Union ou haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Et puis, il y avait donc encore un certain nombre donc eux figuraient au sommet de l'organigramme et puis il y avait encore un certain nombre de vice-présidents. Si je ne me suis pas trompé, ils étaient au nombre de 5. Parmi, ces vice-présidents, il y avait Kristalina Georgieva, bulgare, Andrus Ansip, prononciation non garantie, estonien, Maroš Šefčovič, slovaque, Valdis Dombrovskis, qui est letton, et il y avait aussi Sirki Katainen, qui est finlandais. Voilà. Alors, que sont devenus en fait ces vice-présidents et vice-présidentes? Eh bien, Frans Timmermans est toujours là. Et donc il fait partie de ces piliers de la commission. Il a, hem, si je ne dis pas de bêtises, il a maintenant, des responsabilités un peu différentes de celles qu'il avait sous la précédente commission et puis à part cela, il arbore une belle barbe blanche, voilà, qu'on peut trouver, tout à fait admirable ou, au contraire, on peut préférer son look d'avant. Les avis des collègues à ce sujet sont partagés. Alors Federica Mogherini, elle, n'est plus, à la commission et elle a, réussi à se faire nommer comme rectrice du Collège d'Europe, à partir du 1er septembre 2020. Alors sa nomination a été contestée, depuis que, l'ancien président de la commission, monsieur Barroso a pantouflé en allant travailler pour Lehman Brothers. Là encore, si je ne me trompe pas, mais en tous les cas en travaillant, pour, la banque et la finance, il y a un renforcement des règles parce que la commission estime à juste titre que c'est, mauvais pour son image d'avoir des pantouflages trop criants. Le pantouflage, c'est quand on passe du public au privé. Alors évidemment, quand on est commissaire européen, on a un formidable carnet d'adresses. Et vous imaginez bien que ce carnet d'adresses, il vaut cher. Alors pour cela, il y a une commission d'éthique qui, répond favorablement ou défavorablement
aux demandes d'autorisation de prise de poste que doivent désormais obligatoirement que doit obligatoirement déposer tout commissaire ou toute commissaire qui voudrait donc aller dans le privé après avoir travaillé à ce niveau-là pour la Commission européenne. Donc, on peut dire que ça s'améliore, mais on est encore loin d'une situation idéale parce que, en réalité, il n'y a aucune sanction possible et si, un ou une commissaire est un peu indélicate, eh bien, il n'y a guère de moyen de faire en sorte que, qu'elle, ou qu'il ne fasse pas ce qu'il veut. Normalement, l'approbation, donc l'autorisation peut être délivrée, mais assortie de certaines conditions, comme par exemple de ne pas exercer des activités de lobbying dans des domaines précis pour éviter les conflits d'intérêts. Enfin, ça progresse, on peut imaginer que ça sera, de plus en plus surveillé, de plus en plus strict et ça c'est sans doute une bonne chose pour éviter la confusion des genres qu'on a pu connaître autrefois et donc là encore une critique, de prêter le flanc à des critiques faciles de la part des citoyens européens. En quoi qu'il en soit, donc Federica Mogherini, malgré, des difficultés, a donc bien été nommée rectrice du Collège d'Europe, le 1er septembre 2020 comme je l'ai dit. Passons maintenant à Kristalina Georgieva, la vice-présidente bulgare. Alors elle donc, qui était responsable du budget et des ressources humaines. Alors elle a poursuivi une carrière assez brillante puisqu'elle est maintenant, directrice générale du FMI depuis le 1er octobre 2019. Alors Andrus Ansip, donc, a eu une brillante carrière politique en Estonie et on peut enfin j'ai été, un peu, je dirais pas étonné, mais quand même surpris de voir qu'il n'était maintenant, entre guillemets, que vice-président de la commission IMCO, du Parlement européen. Donc, Andrus Samsit qui a, occupé qui a été Premier ministre dans son pays, enfin qui a eu une carrière politique très, très réussie. Après la commission, a, donc, poursuit une carrière politique en tant qu'eurodéputé et donc, il a cette vice-présidence de commission, IMCO étant le marché intérieur et la protection des consommateurs, domaine dans lequel il a évidemment, de fortes connaissances puisqu'il était responsable du marché unique numérisé. Et puis par ailleurs, il est membre de AIDA qui est une commission spéciale pour l'intelligence artificielle à l'ère du numérique. Donc là encore, on voit bien comment, cela est assez logique vu ses fonctions précédentes à la commission. Andrus Ansip est, membre de Renew, voilà, donc groupe politique, d'inspiration, libérale, En Marche fait partie de Renew, ça vous donne la couleur politique. Il y a, aussi, donc Maroš, Šefčovič, ancien vice-président, et actuel vice-président de la Commission européenne. Alors, il était vice-président pour les relations il était vice-président, pour, Union de l'énergie et il est maintenant vice-président pour les relations interinstitutionnelles et pour la prospective. Et d'ailleurs, parmi les collègues, parfois on échange un peu sur tel ou tel commissaire, les difficultés, qui peuvent être liées à sa maîtrise plus ou moins, aboutie de l'anglais et cetera et donc j'ai eu la chance ou la malchance d'entendre monsieur Šefčovič nous parler de prospective. Voilà. Et puis parfois, on entend des collègues dire: «Ah, je n'ai jamais eu l'occasion de faire un tel». C'était le cas pour une collègue chevronnée, qui regrettait de ne pas avoir encore pu interpréter Margrethe Vestager, qui fait partie un peu de ces commissaires stars de la commission, connus du grand public, connus aussi pour leur pugnacité politique et cetera. Venons-en à l'avant-dernier des vice-présidents de la commission Juncker. Il s'agit de Valdis Dombrovskis. Lui aussi, alors il est letton, Valdis Dombrovskis et monsieur Dombrovskis, était vice-président pour l'euro et le dialogue social. Il est maintenant toujours vice-président dans la commission von der Leyen pour, une économie au service des personnes. Donc on voit en quoi il y a une certaine continuité.
Et dernier vice-président, Jyrki Katainen, qui est finlandais. Alors, monsieur Katainen était, vice-président, responsable de l'emploi, de la croissance, de l'investissement et de la compétitivité. Et donc, quand j'ai remarqué la date de naissance de monsieur Katainen, je me suis dit, il est né en 1971, je me suis dit que, évidemment, il poursuivait son activité, que c'était trop jeune pour qu'il soit à la retraite. En gros, les commissaires, de la commission Juncker, sont nés entre, je dirais, 1950 et le début des années 70. Et là, à ma grande surprise, autant il est facile de trouver des renseignements, tout simplement sur Wikipédia, sur, ses carrières de commissaires, autant il faut vraiment aller creuser pour, savoir ce qu'ils font désormais, donc quelle est leur vie d'après. C'est un peu comme si, une fois, la commission quittée et bien leur vie devenait, je sais pas, moins publique ou alors parfois c'est aussi tout simplement que, évidemment, si la page Wikipédia existe en plusieurs langues, eh bien, là, dans le cas de monsieur Katainen, bien entendu, vous trouverez plus de renseignements, sur, sa page Wikipédia en finnois, mais malheureusement, pour moi, c'est une langue que je ne connais pas et qui est en plus très loin ce n'est pas une langue indo-européenne et donc à ce titre, évidemment, j'ai eu un peu plus de mal à trouver le renseignement, mais j'ai fini par l'avoir. Il est maintenant, à la tête d'une fondation publique finlandaise qui s'appelle Sitra. Alors Sitra est un fonds public d'investissement pour l'innovation de la Banque de Finlande qui a été fondée pas la banque, hein, mais la fondation a été fondée en 1967, apparemment pour célébrer, le 50e anniversaire de l'indépendance de la Finlande, si j'ai bien compris, mais je n'ai pas pu recouper ce renseignement. Et j'aimerais ici vous proposer une petite citation, textuelle. Je ne vais pas la lire à toute vitesse quand même, mais voilà. Donc, il s'agit d'une fondation publique indépendante qui opère depuis 1991 sous la supervision du parlement finlandais. Sitra a aussi un conseil de surveillance dont la responsabilité est de contrôler la gestion de Sitra et de prendre les décisions concernant son fonctionnement. Participent à ce conseil de surveillance des représentants du Conseil de la Banque de Finlande nommés par le Parlement. Alors, quand, monsieur Katainen a demandé au comité d'éthique de la commission, une autorisation de prise de fonction à la tête de Sitra, on lui a répondu: «Oui, mais à condition qu'il, ne fasse pas de lobbying dans certains domaines qui pouvaient déboucher sur des conflits d'intérêts». Situation donc, que j'ai déjà évoquée auparavant. Alors, je garde un œil sur la montre, parce que je ne voudrais pas être trop long et pourtant je vous assure que Les Anciens Commissaires et je suppose les nouveaux, c'est un vrai roman. En fait, une fois qu'on commence ses recherches, ça prend beaucoup de temps, mais c'est passionnant et je suis tombé à ce titre sur, monsieur Oettinger, qui était donc, un commissaire ou le commissaire allemand, responsable de l'économie numérique, un SWAB que certains collègues trouvaient difficile à interpréter et il se trouve que monsieur Oettinger, dont, la page, Wikipédia, en français énumère un certain nombre de propos, peu sympathiques à propos, d'asiatiques ou, en tous les cas de non européens. Donc ce monsieur Oettinger, malgré, le fait qu'il a atteint, l'âge de 67 ans ou 68 ans, reste particulièrement actif et il a quand même déposé pas moins de 13 demandes d'autorisation de prise de poste. Donc vous voyez que c'est le roi des cumulards. Monsieur Oettinger est infatigable et a décidé qu'il allait donc, profiter de son carnet d'adresses aussi longtemps que possible et de manière aussi intense que possible. Vous pouvez comparer ces 13 demandes d'autorisation déposées auprès du comité d'éthique, au nombre de demandes, déposées par Jean-Claude Juncker, l'ancien président, qui s'est contenté de 5 demandes. Ça donne tout de même une idée des choses. Et puis, j'aimerais également mentionner une autre, sortante
L'ancienne commissaire slovène, alors là encore, je ne suis pas certain de la prononciation de son nom, Violeta Bulc ou Bulc, qui était donc commissaire à l'emploi et aux affaires non, pardon, qui était commissaire au transport et Violeta Bulc, elle, apparemment, a un fort intérêt pour le chamanisme et je vous avoue que là, j'ai été quand même complètement sidéré dans mes recherches et si vous me donnez un instant, je vais retrouver une citation absolument incroyable de madame Bulc. Alors, c'est tout simplement sur la page Wikipédia française et donc, parmi ces citations, il y a: «La concentration est une énergie mâle, la créativité est une énergie femelle». Alors, je ne pensais pas qu'on pouvait être, si peu scientifique à ce niveau de responsabilité politique. J'ai choisi une citation courte. Bon, évidemment, elle est tronquée, il y a peut-être un contexte, et cetera, mais je peux vous en donner une autre. «Nous ne pouvons plus concevoir et prendre des décisions rationnellement. Nous devons être sensibles en nous servant de notre corps comme d'une antenne et saisir toutes les informations autour de nous pour les intégrer de façon subconsciente au processus décisionnel. L'intuition est donc devenue la source de la création de valeur. Bon, alors là encore, vous pourrez me dire que c'est sorti de son contexte et donc il faudrait aller voir plus en détail. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est facile de se faire une citation comme cela, en se moquant, mais je dois avouer que j'ai, quand même été un peu soulagé de constater qu'elle n'était pas restée à la commission parce que, heu elle s'est exprimée très, très publiquement sur ses croyances et donc il me semble tout de même qu'une personnalité de commissaire, c'est aussi une sorte de modèle ou en tous les cas, c'est tout de même, un ou une dirigeante politique et qu'à ce titre-là, une réserve peut-être quant aux croyances qu'on a, serait bienvenue. Alors, vous avez été très patient et je vais donc arrêter là, mais encore une fois, si vous avez l'occasion vous-même de vous livrer à ces petites recherches, croyez-moi, c'est passionnant. On on apprend beaucoup de choses et je me réjouis de lire vos commentaires ou d'entendre vos commentaires et vos critiques, après ce discours. Merci.